Alors, écoutez, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'accès au vaccin égal pour tout le monde. Point d'interrogation. C'est des questions qu'on va se poser tout le monde. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos panélistes. D'abord, en commençant par Mme Laura Tamblin-Watts de CanAge, M. Yannick Labrie, économiste de la santé, également Mme Roxane Borges da Silva de l'Université de Montréal, M. Jérôme Di Giovanni de Access, l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux, et M. Serge Séguin de l'AQDR, donc l'Association québécoise de défense des droits des retraités et des pré-retraités. Alors, bienvenue tout le monde. Le déroulement sera assez simple. Le mot d'ouverture dans quelques instants par M. Jérôme Di Giovanni, qui est également président de l'Alliance des patients pour la santé. Qui va vous souhaiter la bienvenue. Et ensuite, les premières présentations, il y aura deux présentations. D'abord par Mme Tamblin-Watts de l'étude qui a été réalisée à travers le Canada et en particulier aussi au Québec sur l'état de la vaccination et également de M. Yannick Labrie qui va nous parler de gros chiffres, de statistiques aussi au niveau de la vaccination. Alors, et nos panélistes ensuite, nos conférenciers vont interagir. Donc, Mme Da Silva, M. Di Giovanni et M. Séguin. Alors, et il y aura une période de questions, des échanges entre les panélistes et une période de questions à la toute fin, autour de 10h15, 10h20, alors, pour clôturer le webinaire. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au président de l'Alliance des patients pour la santé, M. Jérôme Di Giovanni. À vous, M. Di Giovanni. Merci. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre panel sur la vaccination. L'Alliance des patients pour la santé est une fédération d'associations de patients, de regroupements de patients. Notre but, nous, c'est de donner une voix forte aux patients à travers ces associations. Ça, c'est extrêmement important de souligner à travers ces associations. C'est également d'assurer un accès en toute égalité aux soins de santé et à l'adhésion et aux médicaments. Nous organisons des forums, des activités du genre. C'est la troisième activité qu'on organise en matière de vaccination et littératie en santé. On a organisé un forum sur la littératie en santé et la vaccination. On a organisé un symposium spécifiquement sur la vaccination, l'importance de la vaccination et l'importance aussi par rapport aux patients et par rapport aussi à leur qualité de vie. Et ceci, c'est le troisième sur le panel. Oui, c'est important un dialogue entre les divers intervenants, les divers composants de la santé publique, de la société civile, et encore plus ce panel en raison de la COVID-19, en raison de ce que la COVID a provoqué dans la société, les inégalités, a fait remonter à la surface des inégalités, tant au niveau des patients, accès aux soins, délestage des traitements, tout un questionnement sur la vaccination, le mouvement anti-vax. Pour nous, on doit dépasser aujourd'hui le dialogue, le questionnement et s'orienter vers une action, vers de l'action en matière de santé publique. C'est la deuxième pandémie qu'on vit en l'espace de quelques années. Il y a eu H1N1, maintenant c'est la COVID-19. Et on peut être certain qu'il va y en avoir une troisième dans quelques années. Donc, c'est de se sortir de la COVID-19 et de se préparer pour la prochaine pandémie. Donc, bonne discussion, bon dialogue, mais encore plus, il faut s'orienter vers des actions, revoir et redéfinir la santé publique. Merci beaucoup. Merci, M. Di Giovanni. Avant de céder la parole à Mme Tamblin-Watts pour la première présentation, j'aimerais remercier également notre supporter qui est Sanofi qui a permis la réalisation, dans le fond, de ce webinaire. Alors, merci beaucoup. Et sans plus tarder, Mme Tamblin-Watts, à vous. Et, bonne journée à tout le monde. Merci et bonne journée à tout le monde. CanAge est une organisation pan-canadienne de défense désignée du Canada.
Bon, excuse, je me Laura Chambre-Moi, je suis PDG de Canada, de CANAGE, l'Organisme national des enfants saisonniers au Canada. CANAGE est un organisme non partisan et but non lucratif voué à l'amélioration de la vie des personnes âgées dans ce pays. Voilà. Nous travaillons en collaboration avec les autres organisations, comme celle représentée ici, afin d'améliorer les vieillissements au Canada. L'adhésion de CANAGE est gratuite et accessible à tous. Nous avons créé une feuille de route pour un Canada pour tous. Un des problèmes importants que nous avons identifiés est la prévention des infections et la réponse aux catastrophes, le I d'envoi. Nous avons créé un certain nombre de recommandations spécifiques sur la façon dont nous pouvons améliorer la couverture vaccinale et la couverture vaccinale au Canada, ce que vous pouvez voir ici. Voilà. Les personnes âgées au Canada sont actuellement considérablement sous-vaccinées, ce qui entraîne de mauvais résultats pour la santé et la propagation des maladies infectieuses. Cependant, le système canadien, l'examen d'approbation et d'achat des vaccins est inefficace et entraîne des inégalités considérables en matière de santé. Ce système doit être amélioré, ainsi que l'éducation et l'adoption des vaccins avant d'un vaccin COVID-19 ne sont prêts. Cela était aussi vrai pour les maladies existantes avec des vaccins dispensables pour le COVID-19. Il est impératif de se concentrer sur la réparation du système maintenant et de maintenir la population de nos aînés vaccinés pour améliorer la résistance de la santé et réduire la charge de les soins critiques d'urgence. Laura, sorry to bother you. Could you put your PowerPoint full screen, please? I can, but then I can't see my notes, my dear. No problem. Continue. OK. Alors, notre recommandation la plus importante est peut-être de veiller de ce que le vaccin pour adultes soit dispensable pour tout le monde et que les meilleurs vaccins soient distribués aux personnes qui ont le plus besoin, comme les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. La recommandation de c'est neuf de couvrir intérieurement les meilleurs vaccins pour personnes âgées et couvrir intérieurement toutes les personnes âgées au Canada pour les 3 vaccins modernes, les meilleurs et de la catégorie, les plus bénéfiques pour leur bien-être. La grippe à la dose élevée, la pneumonie et le zona. Car actuellement, ce que à peu près 3 personnes de toutes les personnes âgées sont au jour de leur vaccination adulte. La vaccination des adultes est une pilière centrale de toute stratégie de santé préventive. Allège considérablement le fardeau de notre système de soins de santé à juste chargement, tout en réalisant des économies de coûts étonnants pour tous les niveaux du gouvernement. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette report ici. L'impression pour le report vient d'un besoin urgent d'attirer à l'attention sur la lacune critique qui empêche les vaccinations chez les personnes âgées, en particulier contre la grippe, le zona et la pneumonie, les 3 maladies infectieuses les plus courantes qui représentent des milliers des hospitalisations et des décès évitables dans les personnes âgées chaque année. Les experts médicaux sont que de plus en plus alarmes selon laquelle si le gouvernement continue de sous-estimer les programmes de vaccination alors que la pandémie de COVID-19 s'entend, les résultats pourraient être désastreux. Ces bulletins fournissent un aperçu objectif de la performance actuelle du gouvernement de chaque province et territoire au Canada dans le plus domaine prioritaire de la vaccination des adultes.
Chaque jurisdiction était notée à l'aide d'une rubrique complète des critères d'évaluation, normalement ce qui respecte ou dépasse les normes établies par le CCNI et au Québec, bien sûr, pour l'INSPEC. Alors ici, c'est un exemple de la map de la carte qu'on a fait. Alors, le Québec, qui compte le 12e plus grand nombre de personnes âgées au pays, suit son propre ensemble de lignes directrices provinciales pour les recommandations des vaccins fournies par l'Institut national de santé publique du Québec. L'Institut a très recommandations limitées sur les types de vaccins antigrippaux. Les alliés ont accès à les meilleures protections contre les grippes. Pourtant, il existe des programmes proactifs pour fournir les résidences de soins de longue durée pour longue durée vaccins contre les grippes et les pneumoniques. Mais entre le financement, on voit que ne finance pas les programmes complets de lutte contre la grippe et ne finance pas les vaccins spécifiquement formulés pour les personnes âgées. Et aussi, il n'y a aucun engagement continu clair pour financer les vaccins contre les grippes spécifiquement formulés pour les personnes âgées pour les saisons grippales l'année prochaine. Entre les questions de l'accès, on a les principales conclusions que l'accès aux vaccins contre les grippes semble être ciblé et limité à lieu de fournir les couvertures les plus larges possibles pour encourager l'immunité collective. Et aussi, les médecins ne sont pas participés à la distribution des vaccins. Il faut aujourd'hui faire vacciner les personnes vieillissantes et bénéficier des soins de santé communautaires suite à une accès manqué. Et pour les sensibilisations, on a trouvé que l'accent au vaccin contre les grippes semble être ciblé limité aussi au lieu de fournir les couvertures les plus larges possibles pour encourager l'immunité collective. Alors, notre méthodologie, encore, en quelques-uns, le Québec a encore beaucoup de chemin à parcourir pour les protéger des alliés grâce à la vaccination des adultes. Normalement, pour les vaccins contre la grippe, il doit repenser sa couverture était très limitée et veiller à ce que les personnes âgées aient les meilleurs vaccins antigrippales spécifiques aux personnes âgées dispensables largement, y compris dans les pharmacies, qui est l'endroit le plus efficace et le plus facilement accessible pour les vaccinations des adultes, comme nous avons vu pendant le COVID-19. Alors, ça, c'est une petite vue de le roadmap qu'on a fait pour les vaccinations. Et à Québec, il y a beaucoup à faire quand même. Voilà, merci. Oui, peut-être une petite question, Mme Tamblin-Watts. Quand vous dites le Québec a beaucoup à faire, on se situe, j'ai remarqué qu'on est quand même assez loin parmi les provinces canadiennes. Quelle serait la priorité pour vous, là, pour le Québec? Oui. Bon, voilà. En Québec, c'est la couverture antigrippale, c'est en fait que le pire du Canada. Et c'est beaucoup limité. Et contre les autres juridictions au Canada, c'est vraiment en bas de la liste. Il y a beaucoup à faire. Alors, on va avoir un bon échange dans quelques instants. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, sans plus tarder, peut-être notre prochain intervenant, M. Yannick Labrie. Alors, à vous, M. Labrie. Alors, merci, M. Bissonnette. Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être présent ce matin pour une discussion fort importante sur un sujet on ne peut plus d'actualité, la vaccination. Alors, l'accès au vaccin égal pour tout le monde. Je vais prendre la balle au bon, puis je vais parler essentiellement de l'accès au vaccin antigrippal au Québec et comment le Québec accuse un retard par rapport aux autres provinces. Alors, pour faire suite aux propos de Mme Tamblin-Watts, alors, sans plus tarder, je vous présente une première diapositive qui présentera évidemment ce qui peut sembler un paradoxe. Les vaccins, on le sait, l'expérience nous l'a démontré, les études aussi sont
sans équivoque, il y a un consensus scientifique à l'égard du fait qu'il sauve des vies. Je vais prendre une citation, et je vous dirai qui en est l'auteur à la toute fin. Alors, il serait difficile de trouver une innovation dans le domaine de la santé qui a permis de sauver plus de vies que les vaccins. Avant l'immunisation de masse, les populations vivaient en permanence sous la menace d'épidémies de diverses maladies infectieuses. Au début du siècle passé, les principales causes de décès provenaient de maladies telles que la tuberculose, la pneumonie, la variole, la diphtérie, la polio, la grippe et la bronchite. Alors, la polio, par exemple, entraînait la paralysie, l'invalidité, voire le décès de milliers de Canadiens durant la première moitié du 20e siècle. Alors, c'est moi-même qui, en 2014, fait une recherche sur l'innovation pharmaceutique, puis notamment en ce qui a trait aux vaccins. Et puis, ben voilà, hein, ça illustre un paradoxe. En fait, je dirais que les vaccins sont victimes de leur succès essentiellement. C'est la raison pour laquelle nous avons à nouveau cette discussion et le besoin de convaincre les gens de l'importance de se faire vacciner dans un contexte de pandémie comme celui qu'on connaît. Alors maintenant, ceci étant dit, je vais porter mon attention maintenant plus particulièrement sur les vaccins antigrippaux. Donc, un portrait rapide de la situation d'un point de vue économique. Michel Bissonnette a fait allusion à, évidemment, mon rôle d'économiste, puis généralement, les économistes vont utiliser beaucoup de chiffres. Alors, d'entrée de jeu, je présente un portrait du fardeau économique associé à la grippe. Alors, selon les recherches canadiennes, bien, la grippe affecte approximativement 10 à 20 des Canadiens chaque année. Évidemment, hormis la dernière saison qui est passée un peu sous le radar, étant donné la COVID. 12 000 hospitalisations, 3 500 décès annuellement. La plupart, évidemment, chez les personnes âgées qui sont beaucoup plus vulnérables à des complications liées à la grippe. Au Québec, les chiffres font état d'à peu près la moitié de ces chiffres-là, donc à peu près un peu plus de 6 000 hospitalisations chaque année. Responsable d'1,5 million de jours de travail perdus annuellement. Et ce sont des données qui remontent à quelques temps. Donc, déjà, on pourrait penser que ces chiffres sont sous-estimés par rapport à la situation actuelle. Même chose du côté des coûts indirects liés à la grippe et à toutes les maladies et les infections respiratoires qui en sont intimement liées. Donc, des coûts économiques indirects de 2,8 milliards en dollars de 2008. Non ça en dollars d'aujourd'hui. Et là, on est au-delà des 3,5 milliards de dollars par année. Alors, c'est quand même assez important. Si on regarde maintenant, pour ce qui est des hospitalisations, je vous ai dit, des hospitalisations fréquentes, les séjours à l'hôpital sont plus prolongés que dans une situation typique au Québec et au Canada. Donc, des chercheurs ont estimé, en prenant des données de 2010 à 2013, que le coût moyen d'une hospitalisation était de 14 600 $. Alors, si on regarde le tableau ci-après, vous voyez le portrait d'ensemble des provinces. Le Québec est un peu au-delà de la moyenne, à 15 000, des séjours d'une durée moyenne de 12,4. Et puis, évidemment, vous avez à remettre en perspective ces données-là pour les actualiser. Et on est tout près de 20 000 $ par hospitalisation. Chacune des hospitalisations, évidemment, si on regarde les hospitalisations dans leur ensemble, environ 1 sur 10 mène à un décès, malheureusement. Et environ 15 % vont nécessiter un séjour aux soins intensifs. Et dans ce contexte-là, les coûts sont nettement plus élevés, beaucoup plus du double d'un séjour moyen typique pour une hospitalisation. Alors, maintenant, on parle d'accès inégal aux vaccins, les programmes d'immunisation publique. Vous savez, la raison pour laquelle il y a un financement public dans le contexte du vaccin, c'est que les bénéfices sociétaux sont plus grands que la somme de tous les bénéfices individuels. Hein? On appelle en économie le concept d'externalité positive, ça en est un exemple probant. Alors, les provinces financent des programmes d'immunisation à l'échelle canadienne, mais il n'y a pas de programme harmonisé. Donc, chacune des provinces, bien évidemment, y va de son propre programme. Vous savez qu'au Canada et au Québec, on a 2 organisations qui vont faire des recommandations sur la pertinence de soutenir financièrement les vaccins. Vous avez au Québec le Comité d'immunisation du Québec. Dans le reste du Canada, vous avez le Comité consultatif national de l'immunisation.
Alors, évidemment, de par le fait qu'on est dans une fédération où la santé est une responsabilité provinciale, ben, il y a des divergences au niveau de l'étendue, de la générosité des programmes. Mme Tamblin-Watts a fait référence au retard qu'accuse le Québec par rapport aux autres provinces en matière de générosité du programme. Elle a tout à fait raison et on le verra un peu plus loin. Ça se traduit par des taux, une couverture vaccinale beaucoup moindre au Québec que dans les autres provinces. Je vous présente d'abord le tableau qui illustre ces divergences-là. Pour ce qui est des programmes d'immunisation, vous voyez que le Québec est à la traîne. C'est l'un des seuls avec la Colombie-Britannique qui n'a pas de programme universel d'immunisation. Alors, vous avez le Québec qui est au milieu de ce tableau-là, qui ne couvre que la population à haut risque, donc les personnes de 60 ans et plus, et c'est un vaccin à dose standard uniquement. Donc, pour l'ensemble des autres provinces, sauf exception, ben, on couvre les vaccins à haute dose qui sont plus performants. Donc, ils vont démontrer une plus grande efficacité clinique, donc contient plus d'antigènes et donc permettent une réaction d'anticorps qui est plus grande pour combattre la maladie et éviter aussi les complications, les séjours potentiels à l'hôpital. Alors, le Québec fait moins bien que le reste des autres provinces. Et ce graphique-là l'illustre à merveille. Vous avez les taux de vaccination contre la grippe selon la province, le groupe d'âge. Donc, les colonnes en bleu, vous voyez que c'est pour toute la population de 12 ans et plus. Le Québec, à peine 23,9 % de sa population de 12 ans et plus, a reçu en 2020 là, un vaccin contre la grippe. Si on regarde la population de 65 ans et plus, c'est évidemment supérieur, notamment parce que ces gens-là sont plus à risque de subir, en fait, de contracter la maladie et puis d'avoir des complications. 50,5 %, un bond par rapport à l'année antérieure et les années antérieures, je dirais, de quelques points de pourcentage, mais n'empêche, le Québec est vraiment bien en bas des taux qu'on observe dans le reste du Canada. Si on prend le Canada dans son ensemble, c'est 65 % de la population, donc pratiquement 2/3 de la population âgée qui est vaccinée contre l'influenza. Donc, pas de programme universel d'immunisation contre la grippe, seulement les gens jugés plus vulnérables au Québec. Source d'iniquité. Autre source d'iniquité et d'inégalité, Québec finance seulement certains vaccins et pas d'autres. Donc, on se limite aux vaccins qui sont moins dispendieux, offrent une protection qui est moins efficace aussi contre la grippe. Et à ce compte-là, on se retrouve avec aussi des risques plus grands d'hospitalisation. Depuis la pandémie de COVID, évidemment, le gouvernement fédéral va financer un programme pan-canadien qui va s'adresser aux gens en établissement de soins de longue durée. Donc, dans les CHSLD, vous avez une couverture publique pour les personnes qui évidemment, y habitent. Et c'est les vaccins dits à haute dose. Comme je le mentionnais, ce sont des vaccins beaucoup plus performants. Ces vaccins-là ne sont pas accessibles en milieu communautaire. Donc, en pharmacie, vous ne pouvez pas les obtenir, ils ne sont pas autorisés. Donc, on enfreindrait une loi qui, au Québec, est, je dirais, pénalisante pour les patients. Donc, un patient de 65 ou même 70 ans, pas en CHSLD, ne pourrait pas, même s'il voudrait débourser lui-même, ne serait-ce que la différence de prix pour l'obtenir, ce vaccin plus performant, le Fluzone HD, par exemple, à haute dose, ne pourrait pas l'obtenir. Ça contreviendrait à la règle sur les frais modérateurs. Alors, si on regarde maintenant d'autres données statistiques à l'endroit de bienfaits économiques de la vaccination, vous voyez une étude qui montre que les vaccins réduisent les risques d'hospitalisation. Je porte votre attention sur une partie de cette étude-là où on cite une hausse de 10 % de la couverture vaccinale au cours de l'année était associée à une réduction de 11 % du risque d'hospitalisation sur une période de 12 mois. Ce sont sur des données canadiennes, des données ontariennes essentiellement. Donc, on a évidemment des bienfaits rattachés à ça. Si on regarde maintenant le programme universel d'immunisation contre la grippe en Ontario, on se rend compte qu'il génère les bénéfices attendus. Alors, encore une fois, une étude a montré
qui avait permis, ce programme-là, de réduire de 61% le nombre de cas de grippe annuellement, 28% le nombre de décès liés à la grippe, 52% l'utilisation des services de santé, et il était fortement rentable d'un point de vue économique de le financer publiquement. Alors, le rapport coût-efficacité s'est élevé à 10 797 $ par année de vie de qualité. Et ça, c'est bien en deçà des seuils qu'on utilise généralement au Canada pour déterminer si un vaccin donc, est coût-efficace, donc mérite un soutien financier parce que, évidemment, il permet d'éviter des pertes d'années de vie de qualité. Alors, si je conclus maintenant, donc les études sur données canadiennes démontrent les avantages cliniques et économiques de la vaccination antigrippale. Elles sont sans équivoque. Et je dis sur données canadiennes, mais évidemment, la littérature scientifique, peu importe l'endroit, démontre ces gains-là. La vaccination permet de réduire les hospitalisations, les complications et les décès aussi liés à l'influenza. Lorsqu'on regarde la situation du Québec, comme le disait Mme Tamblin-Watts, la province accuse un retard par rapport aux autres provinces canadiennes en ce qui a trait au taux de vaccination et on s'aperçoit que son programme est nettement moins généreux que celui au pays. Et il n'y a pas de raison de croire que, évidemment, il est moins rentable économiquement et même cliniquement de fournir à sa population entière les vaccins antigrippaux, incluant les plus performants, ceux à haute dose, comme je l'ai mentionné précédemment. Alors, j'invite le Québec à revoir ses positions. Évidemment, sur le plan des données, on est dans le consensus scientifique et puis l'expérience des autres provinces démontre que ces vaccins-là méritent un financement public et puis aussi une couverture beaucoup plus élargie que celle actuellement en vigueur au Québec. Alors, merci. Merci, M. Labrie. Voilà, alors, donc, écoutez, voilà, nos deux présentations ce matin ont été faites. Je pense que ça met la table pour certainement des réactions de nos autres participants au panel. En partant donc avec Mme Roxane Borges da Silva. Vous avez vu ces deux présentations-là. Quelles sont vos réactions? Est-ce que c'est juste ces conclusions? Est-ce qu'on est vraiment en retard? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment réagissez-vous? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, c'est important de rappeler, comme l'a dit Yannick, que la vaccination est une des interventions les plus coût-efficaces en santé publique, mais également dans le domaine général de la santé. Donc, quand je parle de coût-efficace, c'est-à-dire que le vaccin en lui-même est une intervention très peu coûteuse, mais qui a une efficacité à la fois individuelle et populationnelle très large. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la variole qu'on a pu éradiquer dans les années 1980 grâce à la vaccination, et également dans le cas de la poliomyélite qu'on a pu éradiquer en Afrique, qui résiste encore en Asie, mais qu'on a pu éradiquer en Afrique et en Occident également grâce à la vaccination. Donc, c'est important de rappeler que c'est une des interventions les plus coût-efficaces en santé publique, comme le disait Yannick. C'est important aussi de dire que la vaccination est une intervention, comme le disait Yannick, qui procure une externalité positive, c'est-à-dire que c'est une intervention qui apporte un effet individuel, donc une protection individuelle, mais également une protection collective. C'est-à-dire que quand je me fais vacciner, je protège les gens de mon entourage, puisque je n'attraperai pas, par exemple, la grippe, et donc je ne transmettrai pas la grippe aux gens autour de moi. Mais il faut aussi remettre en contexte le financement et la couverture de la vaccination. Donc, par exemple, on voyait dans les données que nous a présentées Yannick que 50% des adultes de plus de 65 ans au Québec sont 50%, oui, c'est ça, sont à peu près, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, sont vaccinés contre la grippe. Or, on a un programme d'immunisation pour les 65 ans et plus au Québec qui est couvert. Et donc, on a peut-être des interventions à faire au niveau de la population des 65 ans et plus pour les informer de ce programme et les encourager à aller se faire vacciner, puisque la vaccination est gratuite pour ces personnes-là. Et
Et en fait, j'aimerais élargir un peu en posant la question, est-ce qu'on devrait, comme les autres provinces, offrir la vaccination à toute la population, contre la grippe par exemple, à toute la population québécoise? Alors, il faut savoir quand même que les décideurs, quand ils choisissent d'offrir la couverture universelle ou non pour un vaccin, une intervention, un médicament ou autre, ils ont des choix à faire. Donc, en fait, c'est des priorités qu'il faut. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous savez, le budget du ministère de la Santé est un des plus grands budgets du gouvernement du Québec et les ressources, que ce soit financières ou en termes de soins, ne sont pas illimitées malheureusement. Donc, il y a des choix à faire en fonction du bénéfice de l'intervention, de la rentabilité de l'intervention qu'on va couvrir. Donc, comme disait Yannick, c'est clairement démontré que vacciner les personnes de 65 ans et plus contre la grippe apporte un retour sur l'investissement qui est très grand, que ce soit au niveau individuel pour éviter des hospitalisations, des décès, mais aussi au niveau sociétal, puisque Yannick nous a montré le fardeau en fait de la grippe pour les personnes qui sont, surtout pour les personnes qui ne sont pas couvertes. Mais après, à réfléchir en fait si il faut élargir à une population plus jeune, c'est des questions que doit se poser le gouvernement, les décideurs, les chercheurs et les chercheurs, l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, également par rapport aux bénéfices de prioriser par exemple cette couverture-là et de mettre de l'argent dans la couverture populationnelle d'un vaccin contre la grippe au détriment d'une autre chose, d'une autre intervention qui pourrait peut-être avoir plus de bénéfices que celle-là pour les jeunes, par exemple, qui sont moins susceptibles d'être hospitalisés contre la grippe. Donc, je voulais juste expliquer ce raisonnement-là. Et par rapport à ça, j'aimerais continuer sur le fait qui revient un peu sur votre titre, quand vous disiez « accès au vaccin égal pour tout le monde ». Je pense qu'on n'est pas dans l'égalité ici, je pense qu'on est plus dans l'équité. Et ça revient un peu à ce que je vous disais. Est-ce que, donc, juste pour faire la différence, l'égalité, c'est vraiment une mesure quantitative d'une distribution des soins et services sans tenir compte du besoin, alors que l'équité va tenir compte du besoin. Alors, c'est sûr qu'une personne de 65 ans qui est plus vulnérable, ou 65 ans et plus, qui est plus vulnérable à développer des symptômes graves face à la grippe, par exemple, quand elle contracte la grippe, va avoir un plus grand intérêt. En fait, on veut prioriser ces personnes-là qui sont plus vulnérables et qui ont un plus grand besoin. Donc, c'est normal que ces personnes-là soient couvertes contre la vaccination relativement à d'autres. Donc, le gouvernement a un rôle à jouer aussi en termes d'équité dans l'allocation des services couverts ou non, dans le choix des services couverts ou non, qui est important et dont il faut absolument tenir compte. Et on ne peut pas se restreindre à de l'égalité pour choisir quel bien ou service va rentrer dans le panier de biens et services. Donc, et c'est là en fait qu'on voit que les 65 ans et plus, donc ça relève d'une équité, c'est-à-dire que les plus vulnérables doivent avoir accès à plus de services dans le cadre de cette vaccination contre la grippe par rapport à des plus jeunes qui ne développeraient pas de symptômes graves. Donc, et c'est ce que d'ailleurs Madame Tamblyn-Watts a dit en disant il faut que les personnes qui en ont le plus besoin aient accès à des services comme l'immunisation ou la vaccination. Donc ça fait un peu le tour rapidement de mes réflexions autour de ces deux présentations et je vais être ravie de participer au débat par la suite. Merci beaucoup. Peut-être M. Séguin de la PDR. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, permettez-moi en début de féliciter Mme Tamblyn-Watts et M. Labrie pour leur présentation. J'ai trouvé ça fort intéressant parce que je ne m'attendais pas qu'on parle beaucoup des personnes âgées parce que moi, je représente les personnes âgées donc de 50 ans et plus là, avec l'Association de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Qu'est-ce que je trouve intéressant, Mme Tamblyn-Watts a touché trois volets dans sa présentation. La vaccination pour la grippe, pour aussi la pneumonie et le zona. Malheureusement, on n'a pas eu d'autres données du côté de M. Labrie sur les deux derniers, la pneumonie et le zona. On a été plus sur la vaccination de la grippe, de l'influenza.
qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans M. Labrie, c'est ces données de 50,5 au Québec pour les aînés de 65 ans et plus qui sont vaccinés, mais qui restent le plus bas au Québec. Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre dans cette statistique-là? C'est peut-être les raisons potentielles pourquoi que les aînés au Québec sont juste vaccinés à 50 pour la grippe de l'influenza, étant donné que c'est un programme, si je me trompe, on me corrigera, qui est la vaccination pour la grippe qui est gratuite pour les personnes de 65 ans et plus. J'aurais aimé ça avoir peut-être des données sur le fait pourquoi les personnes aînées sont moins vaccinées au Québec. Qu'est-ce qui fait? Moi, je pense que pour le programme québécois et même fédéral sur la vaccination au Québec, je pense qu'on pourrait se servir en termes de communication pour l'approche des personnes aînées, parce que vous savez, nous, on a presque 26 000 membres et nos membres sont, on pourrait penser qu'une partie sont en CHSLD ou en résidence pour personnes aînées, mais la majorité de nos membres sont dans leur propre logement, soit dans leur maison, soit dans un appartement en location qui n'est pas un hébergement public, donc qui est un hébergement privé. Souvent, on parle d'isolement des personnes aînées, surtout qui restent dans leur propre logement. Je pense que si on veut sensibiliser les aînés, puis là, il y a peut-être des anti-vax chez les aînés aussi, mais je pense que surtout des personnes qui ne voient pas l'utilité d'être vaccinés. Parce que souvent, ça fait des années qu'ils n'ont pas eu la grippe, qu'ils n'ont pas été malades, puis tout ça, qu'ils ont juste un petit rhume en début d'hiver, puis ils n'ont pas attrapé une grosse grippe pour les rendre malades. Je pense qu'on pourrait se servir beaucoup plus du milieu communautaire pour faire surtout des associations ou les regroupements pour les personnes aînées. On a 4 gros au Québec, là, je ne veux pas diminuer les autres, mais vous avez l'AREC, la QRP, la FADOC puis la QDR qui couvrent pas loin de 600 000 membres aux 4. Donc, je pense qu'on pourrait se servir de 2 autres pour essayer de sensibiliser les personnes âgées à la nécessité de se faire vacciner, que ce soit pour la grippe, la pneumonie ou le zona. Je pense qu'on pourrait utiliser ce moyen-là pour sensibiliser les personnes aînées à l'utilité et à l'importance de se faire vacciner, puis voir que ça ne veut pas dire qu'il va arriver quelque chose, mais si la personne n'est pas vaccinée, ça se pourrait que si elle attrape la grippe en raison de son âge, en raison des vulnérabilités de certaines maladies qu'elle peut avoir ou l'état de santé qu'elle a, elle pourrait être hospitalisée et même décédée. Je pense que ce serait peut-être, je ne dis pas officiellement, je ne dis pas nécessairement que ça convaincrait tout le monde, mais je pense qu'on pourrait participer à cette sensibilisation-là pour essayer de faire augmenter le taux de vaccination au Québec par rapport au restant du Canada. Merci, M. Séguin. Pardon? Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, ça va pour moi. Ça va, mais de toute façon, vous allez revenir dans quelques instants. Oui. Alors, cette première partie-là, je la clôturerai en demandant à M. Jérôme Di Giovanni de l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux, des commentaires aux présentations qui ont été faites tantôt et peut-être cet enjeu qui est intéressant, égalité ou équité. OK. Merci beaucoup. Je vais partir de la prémisse que la santé publique comprend 2 composantes interreliées, la santé et le public. Et je vais donner l'exemple d'Access. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'immunisation, la législation, les instruments internationaux et la COVID-19. Et je vais répondre à votre question. Je crois que c'est à la fois une question d'égalité puis une question d'équité par rapport à la vaccination. Access est une fédération de 135 organismes de communautés ethnoculturelles et aussi c'est un centre d'expertise conseil en matière de santé et services sociaux. Depuis la HENE, on a décidé de développer un programme Vaccination Access. Et la façon qu'on a développé, on a réalisé un symposium sur les communautés culturelles et la vaccination. Malheureusement, ni la Direction nationale de santé publique, ni NSPQ ont participé à notre symposium. Peut-être parce que le public n'était pas assez important.
qui étaient exclus de la santé. On a mis sur pied une communauté d'intérêt virtuel pour regrouper et partager de l'information et lutter contre les campagnes anti-vaccination. La communauté d'intérêt virtuel, la CIFI, a été lancée au Québec et en 2022, on va la lancer au niveau canadien. On a un programme VPH puis la façon qu'on l'a développé, on a fait une recherche avec l'École de santé publique de l'Université de Montréal et on a développé des outils audiovisuels, des outils écrits également. On lance les campagnes VPH tous les automnes. Cette année, on va avoir une campagne à l'échelle du Canada au niveau du VPH. On est en production de 2 nouveaux outils audiovisuels. On a un programme Influenza qu'on lance aussi à l'automne. Et l'an dernier, on a rejoint 725 000 personnes au niveau de notre programme Influenza, qui est aussi des campagnes audiovisuelles sur les médias sociaux, dans les médias ethniques. Et auprès de nos organisations membres, on les outils par rapport à promouvoir la vaccination. On va bientôt lancer un programme sur l'hépatite C et le traitement de l'hépatite C et le dépistage par rapport à ça. Ces programmes-là sont réalisés sans l'appui, l'aide et la collaboration de la Direction nationale de santé publique et INSPQ. Même si on les a invités à collaborer avec nous, la Direction nationale de santé publique n'a jamais répondu à notre demande. INSPQ nous a dit qu'ils ne collaboraient pas avec les organismes communautaires et que leur mandat, c'était de développer de l'expertise en santé, la transférer au ministère et aussi de supporter le réseau de la santé et des services sociaux. Et la question qu'on se pose, pourquoi le public a été exclu de la santé publique? Pourquoi il n'y a pas une approche populationnelle au Québec en matière de santé publique? On ne peut pas comprendre la question de la vaccination si on ne situe pas ça dans la santé publique et le fait qu'on a exclu tout ce qui est populationnel, approche populationnelle, tel que c'est proposé par l'OMS. L'OMS a deux instruments qui ont produit. En 1986, c'était la Charte d'Ottawa, où c'était la santé publique et l'approche populationnelle, et on met l'accent sur l'importance que la société civile participe à la mise en œuvre de la santé publique et aussi de la vaccination. Donc, et aussi l'autre instrument, c'est la déclaration d'Adélaïde en 2010, où on dit que la santé doit se situer à l'intérieur d'une gouvernance concertée et partenariale au niveau de fin de compte, c'est-à-dire les services publics et les services de la société civile. Et ces éléments-là ne sont pas actuellement dans la santé publique, ils ne sont pas actuellement dans la lutte à la COVID-19. Et là, je vais me référer à la COVID-19. On a 4 mesures qu'on a mises en place. Le port du masque, la distanciation physique, le confinement. À un moment donné, c'était le lavage des mains et tout ça. Mais on n'a jamais, la Direction nationale de la santé publique n'a jamais approché les associations de patients, le réseau communautaire et même le milieu des affaires pour savoir comment est-ce qu'on applique ces mesures-là dans votre environnement. Prenons par exemple le confinement. Comment le confinement s'applique au niveau des familles? La Direction nationale de santé publique n'a jamais approché les associations de femmes, les organismes qui travaillent en violence conjugale, sachant très bien qu'en demandant que les gens soient confinés, la violence conjugale serait augmentée à raison qu'au niveau de la violence qui existait déjà, cela serait aggravé par le fait qu'on a confinement. Manque d'une approche populationnelle. La distanciation physique. Pourquoi la Direction nationale de la santé publique, que j'inclus ici INSPQ, là, pourquoi ils n'ont pas approché les personnes aveugles, les associations de personnes aveugles, les centres de réadaptation physique et les centres de réadaptation en déficience visuelle, sachant très bien que ces personnes-là handicapées avaient besoin d'accompagnateurs, de guides, et comment cela s'appliquerait à eux? Comment s'appliquerait à fin de compte de la distanciation physique? Lorsqu'on a eu la crise au niveau des centres
hospitaliers, des centres de CHSLD et les résidences pour personnes âgées, tout le questionnement par rapport aux proches aidants. Pourquoi la Direction nationale de la santé publique et NSPQ n'ont pas approché la QDR, la FADOC, le regroupement des aînés naturels du Québec, le Baluchon, l'appui, les organisations qui travaillent au niveau des personnes âgées et au niveau des proches aidants pour réfléchir comment cela a influencé les proches aidants et comment venir en support aux proches aidants. On a lancé dans la nature des mesures. Ensuite, on a implanté des pénalités au niveau des contraventions à 1 600 $ sans vraiment se poser la question pourquoi les gens résistaient. Comment la Direction nationale de santé publique et NSPQ combat tout le mouvement anti-vaccination. Si on veut promouvoir la vaccination, il faut avoir une approche populationnelle. Et dans le PGPS, en fin de compte, le programme gouvernemental en prévention en santé, il n'y a absolument aucun chapitre sur l'approche populationnelle. On a une série de mesures, une série de données, mais rien au niveau de l'approche populationnelle. Il faut réinventer la santé publique au Québec. Si on veut répondre aux préoccupations de nos deux présentateurs, si on veut augmenter la vaccination au Québec et créer cette littératie en santé en matière de vaccination et créer, en fin de compte, cette culture de vaccination et combattre le mouvement anti-vaccination. Il ne faut pas le sous-estimer. Ils sont très riches, ils sont très puissants, ils sont très bien structurés. On l'a vu dans la campagne électorale fédérale. Imaginez-vous ce qui va arriver au niveau de la campagne provinciale qui s'en vient d'ici un an. Donc, il va être important d'agir par rapport à ça. Et j'en appelle, à fin de compte, je sais que présentement, il y a les partis politiques qui sont là, puis le cabinet du ministre Dubé est là. J'en appelle à eux de commencer une réflexion par rapport à la santé publique, sa législation, la loi de la santé publique, la loi constitutive de l'INSPQ, la PGPS, la loi, à fin de compte, la loi de la santé et les services sociaux par rapport à ça. Et un dernier exemple, avant de vous faire une recommandation, il y a eu toute la question, en fin de compte, là, du droit à la vaccination, l'obligation de faire vacciner le milieu de la santé et des services sociaux. Il y a eu une commission parlementaire, il n'y a eu aucune association de patients qui a été invitée. Et quand on pense que la vaccination concerne directement les patients et les patientes, leur qualité de vie, leur droit à avoir une qualité de vie, leur droit à avoir un environnement pour ne pas aggraver leur maladie chronique, leur droit à ne pas mourir en raison d'une infection due à un membre du personnel qui est infecté, qui est non vacciné. On a pensé que ce n'était pas assez important de les inviter à discuter avec la Commission parlementaire en santé et services sociaux sur toute la question d'imposer le droit à la vaccination. C'est un manque d'une approche populationnelle et ça, il faut changer. Voici ma recommandation. Et ça, c'est important, peut-être qu'on y réfléchisse au niveau de l'action. Que l'Alliance des patients pour la santé constitue un collectif sur la santé publique, entre parenthèses, vaccination, composé des associations de patients, composé du milieu des affaires, tant employeurs, patronats, syndicaux, composé du milieu de la recherche, que ce soit au niveau des universités, dont l'École de santé publique, du milieu médical, que ce soit des associations médicales, ainsi que les autres professionnels qui ont un mandat légal de protéger les patients. Pour réfléchir sur la santé publique et la vaccination au Québec, de regarder comment la législation est appliquée, de regarder les structures, la Direction nationale, l'INSPQ et les directions régionales, de regarder toute la question de l'approche populationnelle à partir des instruments de l'OMS et de réfléchir là-dessus pour faire une proposition à l'Assemblée nationale et peut-être réfléchir à la question suivante. Est-ce que la santé publique ne doit pas être sortie du ministère de la Santé et des Services sociaux pour avoir un office de la santé publique dont le conseil d'administration serait représenté par la société civile, nommé par l'Assemblée générale et faisant rapport à l'Assemblée nationale du Québec. Il est important de dépasser le dialogue et le discours. Et je crois que les deux présentations
illustre très bien, fait compte les lacunes qu'il y a dans la santé publique par rapport à toute la question de la vaccination. Merci. Eh bien, voilà. Un gros débat qui s'en vient. Oui, puis j'ai donné que quelques exemples. J'ai toute une liste d'exemples ici. Puis ceux qui contestent mes propos, je suis prêt à leur fournir des preuves. Ben, écoutez, je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous souhaite réagir à tout ça. Est-ce que vous avez entendu autant de Jérôme, de M. Séguin, de Mme Da Silva ou encore de Yannick Labrie ou de Mme Tremblay-Watts? Alors, écoutez, la parole est à vous. Mais moi, je serais prête à sauter en fait dans l'arène pour parler, en fait, rebondir sur l'approche, sur l'intervention de M. Di Giovanni. Je comprends en fait dans votre conceptualisation de l'approche populationnelle, vous indiquez en fait qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'implication des patients, des proches aidants et des organismes communautaires dans la stratégie du gouvernement dans les soins et services. Et donc en fait, j'aimerais amener deux éléments. Le premier, c'est que c'est vrai que c'est très récent et le Québec est un des précurseurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que d'impliquer les patients et les proches aidants dans les soins, mais également dans la gouvernance des soins. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous faire savoir qu'avec ma collègue Marie-Pascale Paumé, qui est professeure à l'École Santé publique, on a réalisé une recension des écrits là-dessus qui va sortir sur le site web Cyrano dans le prochain mois, dans lequel, en fait, on a regardé quel était l'impact de l'implication des patients et des proches aidants dans les soins et dans la gouvernance des soins. Et on note qu'il y a très peu d'études qui ont été réalisées sur ces sujets, particulièrement en termes d'impact économique. On voit beaucoup plus d'impact en termes de qualité des soins, qui est beaucoup plus démontré, disons, avec des preuves encore, des preuves scientifiques encore, disons, pas encore très robustes, mais on voit quand même des bribes d'amélioration de la qualité des soins quand on implique les patients et les proches aidants. Par contre, pour les impacts économiques, on a besoin de plus d'études pour le démontrer. Ceci dit, ce courant-là d'implication des patients et des proches aidants dans les soins et dans la gouvernance des soins est un courant, si je peux dire, assez nouveau, qui date d'il y a peut-être 15-20 ans maximum. Et le Québec fait partie des précurseurs dans la mesure où maintenant, dans tous les établissements de santé, on voit une implication dans les directions de qualité, évaluation, performance et éthique des patients qui sont là, des patients partenaires qui sont là pour en fait, dans les comités ou même au niveau des conseils d'administration des établissements. Donc, ça, c'est une chose que je voulais dire. Par ailleurs, dans la pandémie et particulièrement la première vague, vous avez raison, Monsieur Di Giovanni, excusez-moi, la santé publique a très peu intégré les organismes communautaires et on a vu une exacerbation des inégalités sociales, particulièrement toutes les personnes qui avaient du soutien à domicile, des personnes âgées qui avaient du soutien à domicile, qui leur venait d'organismes communautaires, qui, en fait, c'est souvent ce qu'on voyait dans les organismes communautaires, c'était des personnes qui étaient bénévoles ou des personnes elles-mêmes âgées qui avaient du coup très peur du virus également, et on a eu un bris de service dans le soutien à domicile et l'assistance à domicile. Ce qu'il faut savoir, en fait, dans la santé publique, c'est que oui, il y a eu un manque de communication et de coordination avec les organismes communautaires, particulièrement en soutien au niveau durant la première vague. Par contre, à leur défense, la santé publique est un des postes budgétaires les moins financés du ministère de la Santé, et donc ça limite énormément leur champ d'action et leurs priorités. Et là encore, je vous invite à aller lire sur le site web de Cyrano un rapport qu'on a publié avec des collègues, dont Erin Trumpf de McGill, où on montre l'évolution de la part des dépenses en fait, dans le ministère de la Santé, en fait, dans le budget du ministère et de la santé publique, où on voit clairement en fait, que la santé publique, malgré tous les problèmes, maladies chroniques, par exemple, vieillissement de la population, on n'a pas du tout eu d'augmentation des budgets de la santé publique, qui est pourtant un des déterminants majeurs de la santé de la population. OK. Michel, je voudrais intervenir. Vous êtes muet, M. Bissonnette. Je me permettais un commentaire du commanditaire. L'Alliance des patients pour la santé avait proposé il y a quelques années de ça au gouvernement de hausser jusqu'à 5 % le budget de la santé publique, 5 % du budget programme de santé.
Alors, c'est toujours pas fait. On espère que ça va se faire un de ces jours, le plus rapidement possible. Je pense que M. Di Giovanni veut réagir. J'aimerais aussi vous ramener peut-être sur le vaccin, l'accès au vaccin également, en vous demandant si c'est réellement, je vous ai entendu, ça semble être un enjeu important. Est-ce que c'est vraiment aussi important que ça? Et est-ce que dans les budgets de santé publique, par exemple, la vaccination devrait aussi être rehaussée en termes de programme? Là, je pense à l'universalité, équité, etc. Votre micro, M. Di Giovanni. Jérôme, votre micro. Ça. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Deux choses. Lorsque je parle d'approche populationnelle, ce n'est pas uniquement au niveau des patients, c'est la société civile également. Et ça, l'OMS, elle a clairement mentionné dans la Charte d'Ottawa en 1986 et dans la Déclaration d'Adélaïde en 2010. Deuxièmement, la loi de la santé et des services sociaux, elle est très claire. L'article 2.1 dit que les personnes et les associations peuvent et doivent intervenir dans les orientations, les politiques et l'organisation du système de santé et services sociaux. L'article 2.3 de la L4S spécifie qu'on doit développer des partenariats entre le secteur communautaire, le secteur privé et le secteur public au niveau de l'organisation des services santé et services sociaux qui inclut la santé publique. Dans la loi constitutive de l'INSPQ, l'article 3 spécifie que l'INSPQ doit informer la population. Quand on parle d'informer la population, c'est le transfert des connaissances, c'est d'établir à fin de compte des partenariats, et ça ne coûte pas de l'argent pour établir des partenariats, des comités de transfert de connaissances, d'échange d'informations et des mécanismes de collaboration par rapport à ça. Je suis d'accord avec vous que le budget a été coupé, puis il faut augmenter le budget de la santé publique, puis il faut prioriser la prévention et la santé publique. Mais par rapport à ça, ça ne coûte pas de l'argent d'établir des partenariats, mais l'INSPQ a clairement mentionné, et ça j'en ai des preuves, qu'il ne participe pas, il ne collabore pas avec les organismes communautaires, la société civile, et son mandat, c'est strictement de développer des connaissances scientifiques en santé, de les transférer au M3S et au réseau de la santé, point à la ligne. Et ça, là, il y a une problématique par rapport à l'article 3.3 de la loi constitutive de la santé publique. Si on n'implique pas l'autre élément, puis là, je veux juste que ça soit très clair, je ne veux pas partir d'un débat, mais patient partenaire, là, c'est une approche de l'Université de Montréal, de consultants qui embauchent des patients pour venir conseiller le M3S et les patients parlent en leur nom personnel. Qu'est-ce que nous, on parle ici? C'est des associations patients, c'est la mémoire collective, les patients qui se regroupent ensemble, qui ont une mémoire collective et qui parlent collectivement. C'est deux approches complètement différentes. Et là, je m'adresse aux membres des partis politiques qui sont là. Actuellement, le M3S privilégie l'approche patient-partenaire. Comme je vous ai expliqué, c'est des consultants de l'Université de Montréal et écarte systématiquement l'approche des associations de patients. Ce que vous avez comme avis, c'est des individus qui émettent leur avis sur leur vie personnelle, tandis que les associations patients, c'est l'avis collectif de l'ensemble des patients qui se regroupent à l'association pour défendre leurs droits. C'est une question de choix organisationnel à un moment donné. C'est une question d'équilibre également, peut-être, qui peut être trouvée entre les deux approches. Écoutez, je reviendrai encore une fois sur la question de la vaccination. Je pense que ce n'est pas indissociable. Monsieur Labrie, peut-être Mme Tambenois aussi. La question est la suivante. Deux questions. Est-ce que la gestion des coûts-bénéfices, donc la partie, l'argumentaire économique derrière la vaccination, est-ce qu'il est suffisamment pris en compte ou est-ce qu'on le connaît suffisamment? Dans le fond, on a toujours l'impression que c'est plus juste vraiment la dimension santé. Écoute, si tu te vaccines, tu te fais vacciner, tu ne la donneras pas ou tu ne l'attraperas pas. En gros, c'est ça. Mais le coût-bénéfice pour la société, en termes financiers aussi, je pense entre autres aux assureurs privés également, est-ce que ça, c'est suffisamment pris en compte dans le débat public? Moi, si je peux intervenir d'abord,
Bien, certainement que c'est pris en compte, mais je crois que c'est pris en compte de manière peut-être un peu trop restreinte. C'est sûr que le payeur public voit son budget, puis comme le mentionnait Roxane, il n'est pas illimité, il a des choix à faire, il y a des compromis, mais il faut regarder dans une perspective, à mon sens, beaucoup plus large, perspective sociétale. J'ai fait état dans ma présentation de journées perdues de travail, donc de niveau de la productivité. Et donc, il y a des coûts indirects qui sont quand même assez élevés en ce qui a trait à l'influenza. C'est la même chose pour d'autres maladies infectieuses comme l'influenza et la grippe, mais il faut regarder ça beaucoup plus largement. On s'aperçoit que dans ce contexte-là, c'est rentable. Moi, et ça c'est un point sur lequel j'aurais dû insister, lorsqu'on compare les provinces, je pense qu'il y a un exercice de comparaison qui est intéressant. C'est-à-dire que si Québec est à la traîne comme ça, une question simple à se poser, c'est pourquoi Ontario notamment, hein, qui évidemment est une société, oui, avec un niveau peut-être de ressources un peu plus grand que le nôtre, mais quand même pas énorme. Pourquoi accepte-t-il de financer publiquement un programme beaucoup plus généreux? Et là, ça va bien au-delà de l'universalité de son programme d'immunisation contre la grippe. Il y a également en pharmacie, on insiste depuis de nombreuses années pour que les pharmaciens administrent donc dans leurs établissements les vaccins contre la grippe. Et ça a facilité l'accès. Dans les 2 premières années, j'ai des données devant moi, dans les 2 premières années où le programme a été lancé, c'est 1 demi-million d'Ontariens qui ont pu avoir accès à ce programme-là. Et puis ça a donc augmenté de beaucoup la couverture vaccinale. Puis ça a permis aussi de générer des économies de coûts ailleurs dans le réseau. Alors, il faut avoir une perspective, à mon sens, qui est beaucoup plus large. La pharmacie, nous, on autorise les pharmaciens à administrer ces vaccins-là depuis trop peu. En fait, bien, évidemment, c'est pas dans la bonne direction, mais c'est simplement depuis l'an dernier qu'on a autorisé nos pharmaciens. Il y a un rattrapage à faire. Et donc, on va recommander, donc ce sont des professionnels de santé très accessibles, de recommander que les vaccins soient évidemment administrés et donc donnés aux patients, non seulement les plus vulnérables. À ce moment-ci, puis c'est mon deuxième point que je veux soulever, à ce moment-ci, je pense que les recommandations portent sur des populations ciblées comme étant vulnérables, 75 ans et plus, notamment avec des maladies chroniques, mais il y a des gens, par exemple, qu'on dit en bonne santé de 65 à 75 ans qu'on n'encourage pas à vacciner contre la grippe, alors qu'ils côtoient des gens plus vulnérables dans leur quotidien. Alors ça les met à risque. La même logique qui s'applique à la COVID, à mon sens, devrait s'appliquer dans le cas de l'influenza. Même si des gens sont en bonne santé, ils sont des vecteurs de transmission. À ce moment-là, c'est pour ça que je milite en faveur d'un programme élargi de couverture de vaccins, incluant non seulement les vaccins qui sont actuellement gratuits, mais des vaccins également plus performants, plus efficaces. Ça va entraîner les gens à vouloir se faire vacciner, sachant qu'ils sont mieux protégés. Et le vaccin haute dose en est un exemple. Si vous me permettez, M. Bissonnette, je rajouterai quelque chose sur M. Labrie quand il parle que oui, je comprends qu'il y a des pharmacies dans tous les quartiers, que ce soit peu importe la compagnie, mais il ne faut pas oublier une chose, puis je reprends ce que Jérôme m'a dit tantôt. Le gouvernement pourtant, le milieu communautaire, on est un partenaire important du gouvernement. Je vais vous donner juste un chiffre, 2 chiffres. Le gouvernement québécois investit dans les organismes communautaires 1 milliard de dollars par année. Ce n'est pas des pinottes, là. 1 milliard. Il y a entre 4 et 5 000 organismes communautaires au Québec. OK? Rarement, on nous a contactés, comme disait Jérôme, pour nous mettre dans le bain. Il ne faut pas oublier que le plus grand financement du milieu communautaire vient du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, il pourrait se servir de ces partenaires-là dans le milieu sur la base pour les gens, les organismes qui sont en première ligne pour les aider à avoir une meilleure vaccination parce qu'ils sont proches de leurs membres, proches de la population sur le territoire, les organismes communautaires. Fait qu'il faut en faire à tous les jours avec les personnes aînées. Je vais vous donner un exemple pour l'impôt. Hein? Il y a des organismes communautaires qui font des sessions d'impôt gratuitement auprès des personnes à bas revenus, des gens sur l'aide sociale ou à peu de moyens. Donc, ça fonctionne, c'est plein, là.
ils font la ligne pour venir faire leurs impôts. Et le provincial et le fédéral sont impliqués dans ces programmes-là. Si ça marche autant que ça, pourquoi ça ne pourrait pas marcher au niveau de l'augmentation de la vaccination, surtout de la population des 65 ans et plus? Excellente question. Je pense que Mme Da Silva Michel voudrait réagir. intervenir après. Oui, je pense que Mme Da Silva, je pense que vous avez vu lever la main, c'est possible? Et C'est en moi qui ai fait, levé la main. c'est M. Di Giuliani qui a levé la main, mais je vais sauter sur l'occasion quand même pour dire que je suis d'accord avec Yannick dans la mesure où les évaluations économiques et de rentabilité qu'on fait des interventions en santé sont malheureusement trop étroites et pas assez, en fait, ne tiennent pas compte du temps. Et comme disait Yannick, il ne faut pas tenir compte uniquement du domaine de la santé, mais également du marché du travail, donc l'impact sur la perte de productivité, comme disait Yannick, et de tous les aspects aussi au niveau de la société quand on fait une évaluation d'une intervention en santé. Et il faut également tenir compte du temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder une intervention que dans l'année en question, parce que malheureusement, l'être humain a un taux de préférence pour le présent qui est beaucoup plus élevé que pour le futur. Donc, on va avoir tendance à vouloir les choses tout de suite et à mettre l'accent sur les résultats tout de suite plutôt que les résultats dans le futur. Or, la vaccination fait partie de ces interventions en prévention en santé qui ont des bénéfices dans le futur et à long terme. Donc éviter des hospitalisations, etc., et des décès. Donc, dans le contexte, c'est vraiment important d'élargir cette lunette de l'analyse et de l'évaluation économique ou des bénéfices, en fait, de la vaccination et, dans la mesure du possible, la rendre accessible à tous, évidemment. Il y a, je pense que Jérôme qui voudrait également intervenir, mais juste une petite seconde, Jérôme, avant tout ça, pour les participants, à ce panel, enfin, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous voient en ce moment, vous pouvez maintenant commencer à poser des questions via le petit Q et R qui est en bas de votre écran. Alors, et on va simplement aussi les répercuter, ces questions-là, à nos participants au panel. Alors, donc, c'est ouvert, allez-y, ne vous gênez pas. Alors, M. Di Giovanni, c'est à vous. Ouais, moi, je crois que ce qui est confronté actuellement, c'est la prévention, qui est une approche à long terme, qui inclut la vaccination, puis le curatif, qui est une approche court terme. Lorsqu'on parle d'approche long terme, au niveau de la vaccination, c'est-à-dire qu'il faudrait calculer les coûts de la non-vaccination. Le fait que les gens ne sont pas vaccinés, sont très pas vaccinés, sont malades, vont aller à la salle d'urgence, vont surcharger la salle d'urgence. Comment qui coûte une civière, un lit d'hôpital parce que la personne n'est pas vaccinée? Je crois qu'il y a une réflexion qu'il faut faire là, tant au niveau des économistes, tant au niveau des spécialistes, au niveau de la santé publique, c'est-à-dire de calculer ces coûts indirects-là qui fait que du fait qu'on n'est pas une population vaccinée. On va très vite s'apercevoir qu'il faut investir à long terme. Puis ça, c'est extrêmement important par rapport à toute la question de la vaccination. Deuxièmement, ce qu'il faut considérer, c'est d'augmenter une culture vaccinale. Et ça, c'est de former. L'Institut de la statistique du Québec a fait une étude sur le niveau de littératie en santé. Qu'est-ce que son étude dit? C'est que 66% et plus de la population du Québec a un niveau de littératie de 3 inférieur à 3. 3, c'est moyen, 2, c'est presque inexistant, 1, c'est 0. Donc, il faut vraiment regarder ces éléments-là si on veut augmenter la littératie en santé au niveau de la vaccination, au niveau de la littératie en santé de la population, les coûts indirects du fait qu'on n'est pas vacciné, on manque de l'eau. Si on a des enfants qui sont malades, on doit s'absenter du travail, c'est des coûts au niveau de la productivité, c'est des coûts au niveau... Puis souvent, on se dit que le service de la santé, les services sociaux coûtent cher. Peut-être on pourra regarder pourquoi on n'investit pas dans la promotion, la prévention et la vaccination. Peut-être ça pourra faire baisser les coûts directs au niveau du système de santé et services sociaux. C'est ça que je disais, il faut réfléchir, il faut réinventer la santé publique, il faut réinventer la prévention, il faut réinventer la vaccination au Québec. Merci, M. Di Giovanni. Bonne question d'implication des groupes, ce qu'on appelle les organismes de clientèle et les groupes communautaires. C'est fort intéressant. Il y a, parce que de mémoire, beaucoup d'organisations qui travaillent au niveau des clientèles, soit les personnes handicapées, les aînés, les familles. Quand on parle de vaccination, souvent le discours qu'on entend
qui est répercuté après ça quand on parle de prévention est à peu près le même pour les personnes qui sont réfractaires, dans le fond, à la vaccination. On a un peu le même discours hein, face à la prévention pour beaucoup de choses en disant, écoute, c'est ma liberté à moi, j'ai le droit de faire ce que je veux faire, etc. C'est un peu le discours. On n'entrera pas dans la politique. Alors, cela dit, est-ce que c'est illusoire réellement de viser l'équité? Pas de réaction? Oui, en fait, je pourrais intervenir sur justement cet aspect, comme vous disiez, des personnes qui sont réfractaires à la vaccination. En fait, j'aimerais juste revenir un peu sur le fait que chaque individu, en fait, l'identité des individus et leurs valeurs se construisent au cours de l'adolescence, en fait, de l'enfance, de l'adolescence, de la vie de jeunes adultes, en fonction du bagage culturel, familial, d'éducation, ethnique, religieux, etc. Et ces valeurs qui se forgent au sein de chaque individu et qui sont à peu près forgées, disons, quand on devient un adulte, sont très difficiles à faire évoluer. Et on a dans la population environ 5-10% de gens qui ont des valeurs, comme vous dites, anti-vax, qui n'adhèrent pas à la science et pour lesquelles il faut essayer de comprendre avec, disons, des stratégies micro et très ciblées en les rencontrant, mais peut-être même individuellement, pour comprendre en fait quelles sont les valeurs qui les animent et comment faire évoluer ces valeurs vers l'adhérence à la vaccination. Et chez certaines personnes, ça va être une inquiétude ou un discours, en fait, une inquiétude ou un discours non rationnel qu'on va peut-être pouvoir ramener. Mais c'est important de se rendre compte que ces personnes qui sont anti-vax, comme anti-vaccins aussi, ont un bagage qui les amène vers là et qui est difficile à faire évoluer, mais qu'on peut faire évoluer en passant du temps à les comprendre et à leur expliquer, les informer, etc. Donc, mais ça demande beaucoup de force et d'énergie en fait pour y arriver. Est-ce que vous croyez que le secteur public pourrait être en phase avec les organismes de terrain pour développer des alliances pour la promotion de la vaccination ou pour l'information, l'éducation, la littératie? Absolument. Pour moi, les organismes communautaires ont un grand rôle à jouer à ce niveau-là pour véhiculer les valeurs de la science, de la vaccination, informer, expliquer, convaincre, inciter à la vaccination et surtout démystifier les inquiétudes et la peur autour de ce virus que les gens pensent qui est si nouveau, mais qui finalement ne l'est pas puisqu'on connaît cette technologie ARN messager depuis de nombreuses années. Merci, madame. Il y a un élément, Michel, là-dedans, je voudrais comme compléter avant que je t'oublie. Au niveau d'augmenter la littératie, dans le régime pédagogique primaire et secondaire du Québec, il y a un article qui dit qu'on doit développer des saines habitudes de vie auprès des élèves, tant au niveau du primaire que secondaire. Ça doit commencer là aussi. Les saines habitudes de vie, là, c'est la littératie en santé. C'est de comprendre pourquoi on doit se faire vacciner. Donc, on a déjà des instruments, la législation est là, on a déjà des instruments. C'est une question de volonté de l'appliquer, c'est une question de vision de l'approche populationnelle, c'est une question aussi comment est-ce qu'on voit toute la question de la prévention. Le régime pédagogique est clair, développer des saines habitudes de vie qui incluent la vaccination. Et si on commence au primaire, au secondaire, quand ces jeunes-là vont être au niveau adulte, ça va être un autre moyen de contrer toute la question du mouvement anti-vax. Merci, Jérôme. Madame Tremblay-Watts. Monsieur Séguin, après ça. Merci, je suis d'accord entièrement avec Mme Borges-Silva, mais la rhétorique d'anti-vaccination est une hausse malgré la logique et le besoin profond d'une augmentation des vaccinations. C'est un problème de santé publique, en fait. Hein. Nous devrons assister d'une augmentation de l'éducation et de la sensibilisation spécifique pour répondre à ces obligatoires des sentiments et des informations.
et peut-être une augmentation des vaccinations obligatoires comme nous l'avons pour les enfants. Mais Ganesh, nous avons très peu de patience avec les professionnels de la santé qui sont anti-vax. Nous pensons que nous peut nous comprendre cette étape d'auto-vaccination. Alors, pour les gens qui sont les professionnels de la santé, c'est vraiment quelque chose de différent pour les êtres anti-vax. C'est un grand problème quand même. Merci. M. Séguin. On pourrait se poser en ce moment, suite à la présentation de M. Labrie, qui mentionnait qu'au Québec, c'est 50,5 de personnes qui sont vaccinées. Donc, on pourrait se demander, se poser la question, avec toutes les manifestations anti-vax qu'il y a eu lieu pour le COVID-19, quel impact ça pourrait avoir sur le taux de vaccination? Je pense qu'en regardant ça, je pense qu'avec l'expérience qu'on a eue pour la vaccination, on est à 84 %, je pense, de personnes vaccinées. Je pense que ça n'aurait pas un effet négatif sur la vaccination générale, mais je pense le gouvernement pourrait retirer de cette expérience-là du COVID-19 et de la vaccination contre le COVID des leçons pour utiliser pour la vaccination générale. Là, si on parle des 3 vaccinations que Mme Tremblay-Watts a parlé, celle de la grippe, celle de la pneumonie, puis celle du zona. J'ai une question subsidiaire, comme on dit, mais qui est peut-être un peu en dehors du champ, enfin, je ne sais pas trop. Est-ce que les gouvernements, par exemple, devraient obliger les assureurs privés à développer un tronc ou en tout cas à rendre un tronc obligatoire de vaccination dans leur programme, dans leur plan d'assurance? Il faut dire que ce n'est pas toutes les personnes ou les travailleurs qui ont une assurance là, aussi privée. Je n'ai pas le taux exact entre assurance privée et assurance publique par rapport aux gens qui sont des travailleurs, mais je pense qu'il faudrait voir ça. En fait, pour répondre à M. Séguin, c'est environ 50% de la population du Québec qui est couvert par la RAMQ dans le cadre du programme parce qu'ils n'ont pas accès à une assurance privée, que ce soit parce qu'ils ont plus de 65 ans ou parce qu'ils n'ont pas accès à une assurance privée de par leur travail. Donc, ça, c'est un élément. Puis, par rapport à l'assurance privée, j'ai du mal à voir comment le gouvernement du Québec pourrait légiférer et réglementer des couvertures qui sont très éclectiques, d'une assurance à une autre, d'un programme à un autre, d'une entreprise à une autre, puisque l'assureur, son objectif en tant qu'organisation privée est quand même de faire du profit. Oui, c'est ça. Et donc, je ne vois pas. En tout cas, je vois pas comment ça serait possible, mais peut-être Yannick a une idée là-dessus. Peut-être que la partie économique pourrait jouer en notre faveur dans ce cas-ci. Pardon, si à ce sujet-là, si je peux intervenir, notre régime est universel. C'est sûr qu'il y a une couverture qui est offerte par des assureurs privés, volet public. Puis en vertu de ce régime universel, les assureurs privés sont tenus de couvrir au moins ce que couvre le volet public du régime général d'assurance médicaments. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on accepte de le couvrir qu'automatiquement, les gens qui ont une couverture d'assurance privée vont se prévaloir de ce vaccin-là en pharmacie et autres. Et ne seront pas non plus, en fait, dans le contexte actuel où un programme public est offert en CHSLD notamment, là, donc le fameux Fluzone, celui qui est à haute dose, vous ne pouvez pas payer vous-même en pharmacie et ça ne pourrait pas être aussi couvert par un assureur privé. Alors, c'est un peu l'anachronisme que je soulevais tantôt. Donc, on couvre le minimum, mais ça pénalise beaucoup de gens, incluant des gens qui seraient prêts à débourser ou qui pourraient l'obtenir via les assurances privées, parce qu'il n'y en a pas, il n'est pas offert ce type de vaccin-là en ce moment en pharmacie. Alors, ça fait partie je pense, des questions qu'on a à se poser collectivement. Voulons-nous qu'on ait une couverture de base qui cible un certain groupe de la population, puis et d'autant plus des gens, oui, vulnérables, mais dans un lieu très précis, hein, les établissements de soins de longue durée, excluant les RPA, là aussi, et de plus en plus, on aura besoin d'offrir des services dans d'autres lieux que les soins de longue durée, les CHSLD. Ce sera
En RPA, ce sera au domicile des patients. Il y aura des gens aussi avec des maladies chroniques qui seront vulnérables dans ces lieux-là. Et là, ça crée une iniquité, je crois, entre les populations vulnérables, selon ce qu'on considère être des degrés distincts de vulnérabilité. Mais moi, je ne suis pas en faveur là, justement de cette division-là au sein de la population. Ça me paraît contre-productif. Je peux intervenir. En fait, j'aimerais aller dans le même sens que Yannick en disant que cette couverture universelle qui a été instaurée dans les années 70 couvrait essentiellement les soins médicaux et hospitaliers. Mais depuis les années 1970, le panier en fait, les maladies ont évolué, la santé de la population a évolué. On a vu par exemple apparaître beaucoup plus de maladies chroniques qui nécessitent pas uniquement des soins médicaux et hospitaliers, mais également toutes sortes de soins offerts par des professionnels de la santé comme des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des psychologues et j'en passe. Et toutes ces personnes-là ne sont pas couvertes par le régime d'assurance publique. Et donc, on a, selon, à mon sens, un espèce de manque d'évolution du panier de biens et services qui devrait être couvert. Et une réflexion devrait être nécessaire à ce stade-ci pour voir, en fait, qu'est-ce qui devrait ou non être couvert pour justement, dans un objectif de bénéfice pour la population, parce qu'une personne, par exemple, qui a besoin de soins de physiothérapie et d'ergothérapie, ou d'ergothérapie, mais qui n'a pas les moyens de se les payer, ça peut être une personne qui a 50, 60 ans, qui va avoir une capacité de contribution à la société réduite parce qu'il ne peut pas se payer ses soins et services, alors que si c'était pris en charge par la couverture universelle, cette personne pourrait revenir à un niveau de qualité de vie qui lui permettrait de contribuer à la société, que ce soit par le travail ou le bénévolat ou la garde des petits-enfants, par exemple. Et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir sérieusement en tant que société québécoise, à savoir si on ne devrait pas faire une mise à jour, disons, du panier de biens et services à couvrir, étant donné l'évolution de la santé de la population et l'avènement des maladies chroniques, par exemple. Ça pourrait concerner également la vaccination. Absolument. L'accès au vaccin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je fais appel également aux participants qui nous observent, nous entendent et nous voient. Alors, si vous avez des questions, il reste encore quelques instants. Donc, Q et R, juste au bas de votre écran. Vous pouvez poser une question et puis on va vous répondre immédiatement. Subito presto. Alors, d'autres réactions? Sinon... Et en fait, si vous voulez bien, j'aimerais bien revenir sur ce que me disait M. Di Giovanni. J'aimerais en fait appuyer son argumentaire qui disait qu'il faut que les pratiques de santé publique se retrouvent. Là, je reviens quelques minutes en arrière, mais qui disait en fait qu'il fallait que la prévention, les saines habitudes de vie soient enseignées dès l'école primaire et l'école secondaire aux jeunes dans cette construction, comme je vous disais précédemment, des valeurs des individus qui doit commencer très tôt. Mais j'aimerais quand même noter que le gouvernement en fait, je ne sais plus à quel moment, mais il y a peu de temps, dans les 5 dernières années, les cours d'éducation physique qu'ont les enfants ne s'appellent plus éducation physique seulement, ils s'appellent éducation physique et à la santé. Donc, en fait, les professeurs d'éducation physique, les enseignants d'éducation physique ont un rôle d'enseigner les saines habitudes de vie également, d'enseigner donc dans leurs cours. Est-ce que c'est suffisant? Sûrement que non. C'est un premier pas. Et il faut aller plus loin dans ce sens-là, comme disait M. Di Giovanni. Effectivement, moi, dans le sens que oui, c'est vrai, mais c'est dans le sens que la Direction nationale de santé publique ainsi que la SPQ ou bien les directions régionales de santé publique s'impliquent dans la mise en œuvre de cet enseignement auprès des élèves primaires, secondaires. Il faut outiller les professeurs. Il faut les supporter, puis il faut les aider à intervenir. Si on laisse uniquement les professeurs d'éducation physique et santé de s'informer eux-mêmes, mais il faut les former également. Donc, c'est l'implication de ces deux structures-là qu'on s'est données pour augmenter au niveau de la qualité de vie et de la prévention. Je réitère, plus qu'on investit dans la prévention, plus qu'on investit dans une approche populationnelle, moins ça va coûter au niveau des services curatifs. Est-ce qu'on en arriverait long terme, pas une vision court terme. Oui, Jérôme, est-ce qu'on en arriverait presque à proposer que les personnes supplémentaires qui ont été embauchées en santé publique pendant la pandémie restent
de manière récurrente dans les budgets et qui travaillent davantage en promotion. Ben, moi, je crois qu'il faut augmenter le Intéressant. budget de la santé publique. Jusqu'à 5%. C'est encore ça que écoutez, H1N1 et la COVID-19, même si on sort de la COVID-19, et on va sortir, la COVID-19 a fait de la démonstration qu'il y a des inéquités en santé au Québec. Il y a eu une augmentation de la pauvreté, une augmentation de la violence conjugale, une augmentation des problèmes de santé mentale. Et on n'est pas sorti. Il faut intervenir à ce niveau-là, puis il faut apprendre pour se préparer pour la prochaine pandémie. C'est à cause de ça que je pense qu'il faut qu'on ait des états généraux sur la santé publique. Il ne faut pas être gêné de questionner, à partir de la législation qu'on a, des instruments internationaux, des structures qu'on s'est données, puis questionner ces structures-là. Écoutez, proposer une approche populationnelle, ça n'enlève rien aux professionnels qui sont à NSPQ et à la direction nationale. Ce n'est pas une menace, au contraire, c'est l'outil d'intervention qui va faire qu'on va vraiment augmenter la qualité de vie et se protéger des prochaines pandémies. Madame Tremblay-Noix, je pense que vous aviez levé la main. Oui, je suis d'accord de M. Giovanni, bien sûr. Si COVID-19 nous a appris une chose, c'est d'une couverture universelle pour un vaccin n'est pas seulement possible, c'est aussi l'attente de le public canadien et québécois aussi. Le modèle est créé et le Québec est loin derrière de couverture financière et l'accès aux vaccins adultes. Hein. Il semble y avoir une comparaison différente avec l'INSPQ contre le CCNI. Et franchement, la plupart des autres organes directeurs dans le monde, à certains points, l'argument des budgets constraints ne ressemble plus, car le coût de la santé publique est minime par rapport au coût de la soins de santé chronique et agit en aval. Hein. Et bien sûr, nous ne devons jamais oublier les valeurs des vies perdues aussi, bien sûr. Merci beaucoup. Nous, pour reprendre ce que Jérôme vient de dire sur les états généraux, la CLIAR, puis on n'est pas juste la CLIAR, il y a plusieurs organismes, que ce soit des collectifs ou des coalitions là, qui se sont formés en raison de la pandémie de la COVID-19 l'année dernière. On veut avoir des états généraux sur la santé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les CHSLD que nous, la CLIAR, ça faisait des années qu'on dénonçait. OK? Donc, puis on a vu que pendant cette pandémie-là, les choses qu'on dénonçait, il était en avant des problématiques qu'on pouvait relever lors du début de la pandémie dans les CHSLD. Alors, peut-être, M. Séguin, saurez-vous trouver des alliés? Oui, sûrement. Écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parce que je pense qu'il n'y a pas de questions des participants. Mon impression, c'est que vous avez été très clair dans les échanges. On comprend un peu le phénomène et je voulais peut-être signaler que ce vidéo, en fait, ce webinaire va être mis à la disposition de tout le monde via le site Internet de l'Alliance des patients, qui est alliancepatients.org, d'ici les prochaines heures. Donc, vous allez pouvoir accéder à la fois aux échanges, aux présentations également de Mme Watts, et de M. Yannick Labrie. Par ailleurs, si vous me le permettez également, pour conclure un peu cette partie-là, l'Alliance des patients pour la santé a tenu en 2019, il y a pratiquement un an, jour pour jour, un forum sur l'immunisation au Québec, dans lequel il y a un certain nombre de recommandations qui ont été formulées et qui ont été présentées là, et qui ont circulé quand même passablement. Et puis, il y avait deux axes principaux. Il y avait le premier axe, c'était comment peut-on travailler mieux ensemble pour élargir la couverture vaccinale. Je pense qu'on est pas mal dedans. Et le deuxième axe, c'était qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aussi contrer le discours anti-vaccin et améliorer donc la littératie, la compréhension des gens aussi à l'égard de la vaccination. Je pense que le forum, enfin, ce webinaire va permettre certainement de poursuivre dans cette voie-là et des conclusions vont être transmises aux autorités publiques. Est-ce qu'un petit mot de la fin pour chacun d'entre vous? En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'invitation à participer à ce panel-là.
C'était très enrichissant, surtout les présentations et les commentaires qui ont été faits. Et comme mot de la fin, moi j'aimerais juste dire, continuons de faire ce travail-là de sensibilisation à la prévention et à la promotion de la santé pour éviter justement d'avoir une détérioration de l'état de santé, de se retrouver hospitalisé ou dans des soins curatifs ou avec des séquelles et à long terme. Donc je pense que c'est notre rôle à tous en tant que chercheurs, économistes, organismes communautaires, représentants des associations de patients, de faire ce rôle-là de sensibilisation et voilà, et continuons notre bon travail. Merci. Madame Tremblay-Mois, peut-être? Il est très important pour les groupes de ne pas se cacher derrière les recommandations uniques et franchement un peu peculières du NSSPQ et d'avoir le courage de dénoncer le fait que le Québec n'a pas de couverture adéquate ni l'accès sur tous les vaccins comme le grippe de haute dose. Merci. Monsieur Labrie, à vous? Oh, oui, tout à fait. Ben, moi, j'irais dans le même sens que Roxane et même Mme Tremblay-Watts. Évidemment, je pense que l'enjeu préoccupant à l'heure actuelle est celui de combattre le discours qui est anti-vaccin. Je crois que c'est contre-productif d'utiliser justement le terme anti-vax et de les pointer du doigt. On s'aliène une partie de la population, on doit les convaincre. Évidemment, ça prend tous les intervenants, qu'ils soient près des gens dans le milieu communautaire. Il y a des gens qui, parmi ce panel-là, œuvrent dans le milieu communautaire et doivent en faire la promotion aussi dans leur cercle, dans leur milieu. Même chose pour les professionnels de la santé. Vraiment, c'est un exercice qui nécessite que tous tirent dans la même direction. Mais chose certaine, il ne faudra pas regarder ces gens de haut en prétendant que nous avons réponse à tout. Peut-être admettre que certaines limites et faire preuve d'humilité aussi dans la façon dont on présente ces idées-là. Mais chose certaine, il faut marteler encore une fois l'importance de la vaccination, puis combien c'est important, pas seulement pour soi, mais pour le reste des gens auprès de nous, la collectivité. Alors voilà. Merci. Merci. Monsieur Jérôme Di Giovanni, c'est à vous l'honneur d'avoir le dernier commentaire avant de conclure très brièvement. Oui, patron. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde, les présentations, les panélistes, ainsi que les gens qui ont participé à ce panel, à ce symposium-là, ce webinaire. Mais je vais conclure dans le sens de l'action. J'encourage fortement l'Alliance des patients pour la santé, comme ils l'ont fait pour la loi 10, la réforme de la santé de Barrette, de construire un collectif santé publique pour poursuivre dans l'action toute la question de la vaccination et santé publique pour se préparer à la sortie de la COVID-19 et se préparer pour la prochaine pandémie, parce qu'il va y en avoir une prochaine pandémie. Donc, merci beaucoup à tous et espérons qu'on va s'orienter vers l'action. Merci beaucoup. Alors, écoutez, bonne journée et bon courage pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Giovanni.